Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Voilà, dans cette vidéo, on va continuer avec la partie 2 sur le chapitre 4. Voilà. Au tuto précédent, on a vu la structure d'une adresse IP, on a vu l'entête d'une adresse IP, on a vu les différents champs d'une adresse IP. Et plus tard, on a vu comment calculer l'adresse du réseau, le masque, le nombre d'adresses qu'on peut assigner au PC dans un réseau. Voilà. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau concept qui est le subnetting. Subnetting qui signifie tout simplement sous-réseautage. Voilà. On va voir un peu, je vais expliquer ça clairement. Bon, là, je vais parcourir le support. Voilà, on va fonctionner comme d'habitude. Rappelez-vous, la certification est en anglais. Voilà. Et le but de ce tutoriel, de cette formation en français, en fait, c'est de vous aider déjà à traduire et pour que vous compreniez certains mots en anglais. Voilà. Bon, le subnetting, je vais expliquer d'abord de façon générale. Le but du subnetting, en fait, c'est diviser un grand réseau en petits réseaux qu'on peut gérer facilement. C'est ça, en fait, le subnetting. C'est-à-dire, si on vous pose une question, c'est quoi le subnetting? C'est quoi le sous-réseautage? C'est d'avoir un grand réseau, diviser ce grand réseau en sous-réseaux. C'est ça le réseautage. Maintenant, prochaine chose en fait, c'est quel est le but en fait de faire le sous-réseautage. Déjà, on va déjà voir quel est le problème qu'on a rencontré avant de penser au sous-réseautage. Voilà, par exemple, voici un exemple ici. Regardez cette adresse 172.16.0.0. Voilà, si vous vous rappelez très bien, on avait les classes d'adresses. Ici, c'est une classe B, car cette adresse fait partie de la plage d'adresses des classes B. Voilà. Maintenant, avec cette adresse-là, rappelez-vous, la partie réseau est sur 16 bits et la partie machine est sur 16 bits. Ce qui fait au total, si on veut compter le nombre d'adresses qu'on peut assigner aux machines dans un réseau, c'est en fait équivalent à 2 à la puissance 16 moins 2. Bon, là, ils ont juste mis 2 à la puissance 16 pour donner le nombre total d'adresses. Bref, disons par exemple que dans ce réseau, en fait, on veut connecter juste 200 PC, 200 machines. Vous voyez un peu le nombre total d'adresses que nous avons ici. Je pense que c'est près de 65 536 adresses. Et disons qu'on veut connecter uniquement 200 adresses. Vous voyez qu'il y a déjà ce qu'on appelle un gaspillage d'adresses IP. Car il y a plus de 60 000 adresses qui seront non utilisées. Bon, déjà, le premier inconvénient, en fait, on ne fait pas du subnetting, on a déjà un gaspillage d'adresses. Et cela se passe surtout avec les adresses de classe A et de classe B. Car rappelez-vous, la partie réseau était sur 8 bits et la partie machine était sur 24 bits. Si vous prenez 2 à la puissance 24, vous voyez déjà le nombre d'adresses IP qu'on a et si votre réseau n'est pas si large que ça, vous n'allez pas épuiser toute cette plage d'adresses là. Et il y a gaspillage d'adresses. Prochain inconvénient lorsqu'on a un réseau vraiment très grand. Bon, déjà, c'est la première chose à retenir là. Je vais prendre mon stylo. Ok. Bon, oui, déjà, ça, c'est la première chose à écrire. Vous allez voir, c'est écrit et class B, address is used for a broadcast domain. Voilà. Wasting address. Exactement. Première chose. Maintenant, deuxième chose, on dit the broadcast domain is too large. Once broadcast occur, an internal network is overloaded. Voilà. Ça veut dire que lorsqu'il y a un message broadcast, le réseau est saturé. Voilà déjà un autre problème avec ceci. Je prends un exemple. Disons par exemple que dans mon réseau, j'ai 500 PC. Vous voyez, voilà, le réseau est vraiment très très grand avec 500 PC. Et rappelez-vous que lorsqu'un PC veut communiquer avec notre PC, par exemple, lorsqu'il va vouloir obtenir l'adresse MAC du PC en question à partir de son adresse IP, il va utiliser le ARP. On a vu ça, le ARP, Address Resolution Protocol. On a parlé de ça. Voilà. Vous voyez en fait que le premier message qui était envoyé était un ARP request qui est envoyé en broadcast. Vous voyez. Ce qui fait en sorte que vous avez un réseau de 500 machines. Tous ces 500 PC vont recevoir le ARP broadcast. Vous voyez déjà. Là, il y a une saturation dans le réseau. Trop de paquets sont envoyés. Voilà. Et cela, généralement, fait le réseau est un peu lent et autres. Bon, déjà, voici déjà les deux choses qu'il faut retenir. Premier inconvénient déjà, le premier problème que ça cause, c'est le gaspillage d'adresses. Et le deuxième problème, en fait, c'est la congestion du réseau, c'est-à-dire on a un réseau qui est saturé. Voilà, on migre maintenant vers cette solution qui est le subnetting. Si vous remarquez là, vous allez voir, on a créé des sous-réseaux. Voilà, voici l'autre et voici l'autre en fait. Voilà. C'est quoi maintenant le but du sous-réseautage? Bon, déjà, je vais vous expliquer quelque chose. Rappelez-vous, avec les classes d'adresses que nous avons vues, pour la classe A, c'était 1/24, c'est-à-dire la partie machine était sur 24. Non, désolé, là, j'ai fait l'erreur. Je vais supprimer, effacer.
Voilà. Voilà. Pour la classe A, la partie réseau était sur 8 bits. Bon, on avait un /8. Pour la classe B, on avait un /16. Et pour la classe C, on avait un /20, /24. Vous voyez. Maintenant, avec le sous-réseautage, en fait, on va essayer, en fait, de ne plus fixer la partie réseau. Vous voyez. La partie réseau va maintenant devenir variable. C'est-à-dire, on va pouvoir ajouter des bits à la partie réseau. C'est-à-dire que pour une classe, je peux me retrouver avec un truc comme peut-être /15 ou bien /14 et autres. Bon, là, on va étudier, en fait, comment est-ce qu'on fait le sous-réseautage dans le slide à venir. On a levé lycée pour, on dit, a network number is divided into multiple subnets. Voilà, vous voyez là, c'est divisé. Voilà. Et maintenant, là, déjà, première chose, en fait, vous allez voir comment il réduit le gaspillage d'adresses. Car cette fois-ci, on va pouvoir utiliser uniquement, une plage d'adresses qui correspond à un réseau. Par exemple, si j'ai un PC de 2 machines, si j'ai un réseau de 2 PC, je vais utiliser une plage d'adresses uniquement qui peut tenir pour ces 2 PC. C'est en fait ça. Où il résout déjà le problème du gaspillage d'adresses. Il résout sur le problème maintenant de la congestion du réseau. Pourquoi? Parce que lorsqu'on segmente le réseau, rappelez-vous, pour connecter ces réseaux, en fait, pour qu'ils communiquent, on a besoin des routeurs. Et maintenant, rappelez-vous le rôle du routeur. Il limitait le broadcast domain. C'est-à-dire que si un PC ici envoie un message à broadcast, voilà, ce PC-ci, celui-ci va recevoir, mais lorsque le message va arriver au niveau du routeur, il va détruire. Rappelez-vous que le routeur ne transmet pas les messages broadcast. Vous voyez, lorsqu'il reçoit un broadcast message, il détruit cela. Voilà. Ok, bon, vous avez vu un peu comment cela fonctionne. On va avancer. Voilà, tout ce que j'étais en train de dire là, c'est cité là. Voilà, il y a un autre point que j'ai oublié. Maintenant, quelle est la technologie donc qui va nous permettre en fait de faire ce broadcast? C'est ce qu'on appelle le Variable Length Subnet Mask. Variable Length Subnet Mask. Variable Length en fait veut dire juste taille variable. Subnet Mask, voilà. Subnet Mask, ici on parle en fait du masque du sous-réseau. Et rappelez-vous, quel était le rôle du masque du sous-réseau? On a vu ça dans le tuto précédent. Le masque du sous-réseau était utilisé pour identifier la partie réseau. Voilà. Rappelez-vous, en fait, pour avoir le subnet mask, on mettait tout simplement les bits de la partie réseau à 111. Maintenant, là, lorsqu'on dit variable length subnet mask, on est en train de dire tout simplement qu'on varie maintenant cette taille. Vous voyez. Disons par exemple que la partie réseau était sur 24. Ça, c'est le masque. Rappelez-vous, lorsqu'on représente comme ceci là, ça c'est une représentation dans la taille. Et si je vais représenter ceci normalement, je vais dire 255.255.255.0. Car c'est un slide 24, la partie réseau est sur 24 bits. Et pour avoir le masque, on mettait toute la partie 0 à 111. Ça, c'est si c'est un thème de bits. Là, puisque lorsque j'écris comme ça montre tout simplement que j'ai converti les bits en octets. Voilà. Et un octet équivalent à 8 bits. C'est exactement ça. Vous voyez, variable length, c'est-à-dire qu'on varie cette taille, en fait. C'est pour dire, en fait, c'est plus fixe, quoi. Voilà. C'est-à-dire que pour une classe C, c'est plus 24 uniquement. On peut avoir 25, 26, en fonction et autres. On peut aussi avoir 20 et tout cela. Voilà. Bon, ça qu'on va utiliser. Très, très important. Il faut noter ceci. Voilà. Maintenant, là, on va avancer. OK. Là, on est là, subnetting, analyzing the original network segment. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer en fait comment est-ce que le subnetting se passe. C'est vraiment très très simple. Là déjà, voici un exemple. Je pense qu'ils ont pris une adresse IP. Et lorsque vous regardez là, voici l'adresse IP en question. OK. Maintenant là, ici là, on essaye de représenter cette adresse. C'est-à-dire qu'ils ont juste essayé de représenter ceci. 192.168.10.1. Là, on représente là. Maintenant, là, c'est le masque, en fait. Voilà. Le masque, rappelez-vous, c'est 1/24. Bon, c'est normal que le masque, en fait, on remplit juste les 1, c'est la partie réseau et la partie machine, on met à 0. Bon, là, ils ont juste essayé de représenter cette adresse réseau aussi, là, et son masque. Voilà. Maintenant, là, ils ont pris, là, on a la 192.168.10.255. Voilà. Là, si vous vous rappelez très bien, ça, c'est un résumé de ce qu'on a fait. Voilà. Maintenant, ici, là, cette adresse-là, c'est l'adresse broadcast. Vous vous rappelez très bien. Voilà. Rappelez-vous que pour avoir l'adresse broadcast, la partie machine, c'est-à-dire que la partie de l'autre, on met tout simplement les 1, 1, 1, 1. Voilà. Et la partie de l'autre ici est sur 8 bits. Bon, là, je remplis les 1, 1, 1. Et le masque est pareil. Bon, là, ça, c'est juste un résumé, en fait, de ce qu'on a eu à voir. Voilà, vous voyez là, on a l'adresse du réseau, le broadcast, peut-être le nombre total d'adresses qu'on peut avoir dans le réseau. Voilà. Rappelez-vous que c'est 1/24, la partie machine est sur 8. Bon, le nombre total, c'est ceci. Les adresses qu'on peut assigner, vous voyez, on met -2. Vous vous rappelez du -2? Le -2, c'était,
on retire l'adresse du réseau et on retire l'adresse du broadcast, car ces deux adresses, on ne peut pas attribuer ceci aux machines, ces deux adresses-ci. Voilà. Voilà, on descend. Subnetting. Bon, vous allez voir, c'est écrit là. Taking bit from the hotspot. Mais je vais expliquer de façon très simple. Lorsqu'on fait du subnetting, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous sommes tout simplement en train de retirer les bits de la partie, c'est-à-dire voici la structure d'une adresse IP. On a là la partie machine et on a là la partie réseau. Le subnetting consiste tout simplement à retirer les bits de la partie machine pour ajouter à la partie réseau. C'est-à-dire, imaginons par exemple, disons que tout ceci là correspondait à la partie machine. Lorsque je vais faire du subnetting, je vais couper ceci, comme ceci là. Voilà, agrandir la partie réseau de telle sorte que la partie machine devient maintenant uniquement peut-être cet espace-là. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? J'ai pris une partie de la partie machine et j'ai envoyé à la partie réseau. Voilà. Là, c'est verbalement lorsque je parle, c'est en fait ça. Mais en réalité, si vous essayez de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, on est tout simplement en train de diviser en fait la partie machine. Et une partie de cette partie machine se retrouve maintenant du côté de la partie réseau. C'est-à-dire la partie réseau devient tout ceci en fait. Voilà pourquoi vous allez voir, on dit retirer les bits de la partie machine et ajouter à la partie réseau. En fait, ça la taking bit. Exemple, regardez un peu ce chemin. Vous allez remarquer là, il y a cette partie en fait, c'est créé là, je pense que c'est couleur orange, voilà. C'est exactement ça. De base, la partie machine était sur 8 bits. Mais vous voyez cette partie en fait, vous voyez là, on a mis cette créé là, nous fait juste comprendre en fait que cette partie en fait ne fait plus partie de la partie machine. C'est-à-dire que la partie machine maintenant correspond à ceci là. Regardez très bien. Voilà mon stylo. Voilà. Là, ceci déjà fait partie de la partie réseau. C'est-à-dire qu'on a pris uniquement un seul bit de la partie machine pour être à la partie réseau. Maintenant, vous allez voir comment est-ce qu'on connaît le nombre de bits qu'on doit prendre pour envoyer et tout. On va voir tout cela. On va aller graduellement. Voilà. Actuellement, comprenez déjà ce qui est en train de se passer à ce niveau. Voilà. Maintenant, là, on va continuer. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut déjà comprendre. Si j'ai retiré un bit de la partie machine pour envoyer à la partie réseau, la question c'est, quel est le bit, en fait, que j'envoie à la partie réseau? Est-ce que j'envoie un 0? Est-ce que j'envoie un 1? Est-ce que j'envoie un 0, 0, 1? Enfin, non, pas 0, 0, 1. Si je suis en train d'envoyer un bit, ça veut dire que je dois essayer de voir quelles sont les différentes possibilités que je peux envoyer. Et c'est très simple. Si on envoie un bit, puisque nous sommes en binaire, ça veut dire que soit le bit que j'envoie c'est 0, soit le bit que j'envoie c'est 1. C'est simple. Vous voyez, il n'y a pas d'autre. Maintenant, si on envoyait 2 bits, vous voyez, maintenant là, on va essayer de chercher quelles sont les différentes possibilités, les différents couples de 2 en binaire qu'on peut obtenir. Et on va voir comment on calcule cela. Bon, ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon, là, j'explique d'abord très simple pour le cas où on envoie un bit. Vous voyez, les combinaisons ici, c'est très simple. Bon, pour calculer, on n'a pas besoin de calculer, on peut réfléchir directement. Voilà. Mais lorsqu'on va envoyer 2 bits ou 3 bits, là, il va falloir calculer pour voir toutes les possibilités, tous les couples, en fait, qu'on peut envoyer. C'est-à-dire que si on envoie 3 bits, on va voir tous les couples de 3 bits qu'on peut envoyer de ce côté. Voilà. Et ces différents couples-là, c'est en fait ça qui différencie les différents sous-adresses réseau. Les différents sous-adresses réseau. C'est-à-dire que vous comprenez déjà, en fait, que si j'envoie un seul bit, c'est-à-dire que si je récupère un seul bit de la partie machine pour envoyer à la partie réseau, voilà, j'ai uniquement la possibilité d'avoir 2 sous-adresses réseau. C'est-à-dire la première sous-adresse où je considère que c'est 0 que j'ai envoyé et la deuxième sous-adresse où c'est 1 que j'ai envoyé. Et c'est exactement ce qui se passe là. Regardez très bien. Vous voyez là, comme j'ai dit, cette partie, en fait, là où on a essayé de mettre les traits violets, orange, voilà, représente le bit qu'on a envoyé. Voilà. Et maintenant, vous regardez, voici les adresses IP. Regardez très bien là où je coche les adresses IP. Et ici, là, sont le masque. Le masque juste pour représenter la partie réseau. Voilà. Maintenant, si on regarde la première adresse IP, regardez la partie, réseau. Le bit qu'on a ajouté ici est 0. Si vous regardez la deuxième adresse IP, le bit qu'on a envoyé ici là est 1. Vous voyez. Et c'est tout, en fait. C'est-à-dire qu'on peut uniquement avoir 2 sous-adresses réseau. Maintenant, rappelez-vous le masque. Pour avoir le masque, qu'est-ce qu'on faisait? On met tout simplement les 1, 1, 1, 1 sur la partie réseau. Et c'est exactement ce qui se passe. Là, on a mis les 1, 1, 1 de ce côté. Bon, puisque c'est 8 bits, on a une fois converti en décimal, ce qui est 255. Et ici, là, maintenant, vous voyez, la partie réseau, on a un bit, en fait, qui fait encore partie de la partie réseau. Bon, vous voyez, on a mis à 1. Vous voyez, là, le réseau est, attendez, je change un peu de couleur. Voilà. Oui, là, la partie réseau. Voilà. Je pense que là, c'est plus clair. Exactement. Là, pareil, la partie réseau.
Super. Suivez très bien ce que je suis en train de faire. Très important. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Maintenant, on va continuer en fait. À ce niveau, qu'est-ce que vous allez remarquer? Bon, déjà, si on essaye de convertir le masque, ou bien avant de continuer, je vais réexpliquer un truc. Maintenant, rappelez-vous la structure d'une adresse IP. La structure d'une adresse IP est de 32 bits formée de 4 blocs de 4 octets. Et chaque bloc est équivalent à 8 bits. C'est-à-dire, à ce niveau, c'est pas parce que j'ai divisé, c'est pas parce que j'ai retiré les bits sur la partie machine et envoyé à la partie réseau que lorsque je vais convertir autrement. Non. C'est-à-dire, lorsqu'on va convertir, vous voyez, on va convertir tout ceci, en fait. Puisque c'est ça, en fait, qui forme l'octet. Vous voyez. C'est-à-dire que je vais convertir tout ceci. C'est exactement ce qui s'est passé là-bas. Essayons de regarder. Par exemple, la partie réseau. Vous voyez. Voilà. Maintenant, une chose à retenir déjà ici. Rappelez-vous que pour avoir l'adresse du réseau, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait la partie machine à 000. Vous comprenez maintenant pourquoi ici là est à 000. Vous voyez. Maintenant, ce 0, là, je l'ai expliqué. Ce 0, ne concerne pas. Ceci, ce 0 fait partie de la partie réseau. Voilà. Voilà pourquoi si on veut calculer la partie réseau, voilà. Voici ici, voilà, où je coche là, c'est en fait ça. Cette fois-ci, on a mis /25, voilà, pour faire comprendre que la partie réseau est sur 25 bits et la partie machine est sur 7 bits, voilà. Maintenant, lorsqu'on passe, essayons de voir ceci, cela représente quelle adresse, voilà. Cette adresse IP, ceci là représente le broadcast adresse, ceci, vous voyez. Broadcast adresse, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait 111 sur la partie machine, vous voyez. Mais ce broadcast adresse, c'est pas le broadcast adresse de cette adresse IP. Non, ne retenez pas ça comme ça. Il n'y a pas de la première adresse IPC. C'est pas son broadcast adresse, vous voyez. Là, si vous allez même remarquer, là, il y a les points, pour dire en fait qu'il y a une autre adresse IP à ce niveau. Et l'adresse IP qui est à ce niveau, c'est là, lorsqu'il y avait un à ce niveau. Parce que c'est un peu confondre, en fait. Ils se disent que ce broadcast adresse correspond à ceci. Non. Ce broadcast adresse, c'est pour une autre adresse réseau. Et voilà, ils ont mis la subnet. Voilà pourquoi ils ont appelé ça subnet 2, en fait. Vous voyez, c'est pas la même adresse. Jusque pour le subnet 1, ils ont donné l'adresse réseau, mais pour le subnet 2, ils ont pu donner l'adresse du broadcast. Exactement. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on a mis les 1 sur la partie machine. Voilà. Et ce 1 ici, là, en fait, c'est parce que ça, c'est la deuxième sous-adresse réseau où on avait plutôt envoyé un énorme et non 0. Je pense que là, c'est clair. Maintenant, voilà. Bon, là, c'est le masque, en fait. Vous voyez que le masque va rester pareil, en fait, puisque le masque identifie la partie réseau. Et puisque ce sont les slides 25, bon, le masque est pareil. Bon, voilà le masque, en fait. Voilà le masque, il est en sec. Super. Voilà. Là, maintenant, regardez l'instruction. On veut calculer maintenant le nombre total d'adresses, voilà. C'est équivalent à 2 à la puissance 7. Parce que rappelez-vous que le nombre total d'adresses est 2 à la puissance le nombre d'adresses de la partie machine. Cette fois-ci, la partie machine est sur 7. Bon, on a 128 bits. Est-ce que vous essayez maintenant de voir, en fait, comment est-ce qu'on a pu réduire le nombre d'adresses? Puisque nous sommes quittés de 2 à la puissance 8 qui était 256 à 2 à la puissance 7 qui est 128. Voilà. C'est exactement ce qui est en train de se passer là. Maintenant, available IP address, c'est-à-dire que les adresses maintenant qu'on peut assigner au machine, on va faire -2, c'est-à-dire on retire la partie réseau et le broadcast. Voilà, on obtient ce qu'on peut assigner au PC. Voilà. Ça, ici, en fait, retenez que ceci est de façon générale, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer le principe. Mais plus tard dans les slides, on va prendre, un exemple concret et calculer directement pour que vous voyez exactement qu'est-ce qui se passe. Voilà. Voilà, variable subnet mask, exactement. Vous voyez en fait que le subnet mask, en fait, on a varié cela. C'est plus 24 et autres. Voilà. Je pense que là, j'ai tout expliqué à ce niveau. Ok. Bon, là, tout ce que je suis en train d'expliquer, il essaie un peu de répéter ça à ce niveau. Voilà, vous allez essayer de lire. Et ok. Voilà. Maintenant, à ce niveau, subnetting, calculating des subnet les subnet network address. Voilà. Ici, on parle en fait comment calculer l'adresse réseau. Voilà. De notre sous-adresse, en fait. Voilà. Maintenant, là, on va voir, on dit le network address is obtained with all host bits set to 0. En fait, j'ai déjà expliqué ceci. Pour avoir en fait, cette phrase signifie tout simplement, ils sont en train de dire, pour obtenir la partie, l'adresse du réseau, on doit mettre, tous les bits de la partie machine à 0. C'est en fait ça qu'ils sont en train de dire à ce niveau. Et c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez là, comme je dis, en fait, cette partie que vous voyez avec les traits orange là, c'est pour dire, en fait, il fait partie de la partie réseau. Voilà. C'est-à-dire que la partie machine ici là est sur 7 bits.
Et pour avoir l'adresse du réseau, on met juste la partie machine à 0. Voilà pourquoi vous voyez les 0. Maintenant, ça c'est ce masque. Pour calculer le masque, tout le monde déjà sait comment le faire. On va mettre la partie réseau à 1, 1, 1, 1. Voilà. Voilà. Et ici, là, rappelez-vous que c'est un bit parce qu'on essaye de détailler en fait le dernier octet, puisque le dernier octet est un peu partagé. C'est-à-dire qu'une partie du dernier octet appartient à la partie machine et une partie appartient à la partie réseau. Voilà pourquoi on détaille. Mais ici, en fait, tout ceci appartient à la partie réseau. Voilà pourquoi on ne détaille pas en 1, 1, 1, 1, 1. On préfère une fois convertir cela en octet, puisqu'on sait déjà qu'on ne travaille même pas de ce côté. Je pense que là, c'est clair pourquoi c'est comme ça, en fait. Voilà. Mais c'est pas comme ça qu'on va présenter cela. À la fin, on va donc convertir. Voilà. Maintenant, subnet 1, c'est-à-dire que la première adresse, voilà, rappelez-vous, la première adresse, c'est lorsqu'on a envoyé 0. Vous voyez, là, on met seulement sa partie machine à 0, 0, 0. Voilà. Et là, on obtient cette adresse si on convertit. J'ai montré dans le tuto précédent comment convertir de binaire en décimal. Bon, là, on va perdre le temps pour convertir ceci. Voilà. La subnet 2, deuxième adresse sur réseau, c'est lorsqu'on envoyait plutôt 1. Voilà. Et maintenant, là, si on veut calculer sa partie, son adresse réseau, on va seulement mettre sa partie machine aussi à 0, 0, 0. Maintenant, là, on va convertir. Lorsqu'on va convertir, rappelez-vous que c'est tout les 8 bits qu'on convertit, vous voyez. Voilà. Mais là, on met le slash 25, très important, parce que c'est en fait ce slash 25 qui nous fait comprendre que ce dernier octet est partagé, c'est-à-dire il y a une partie forcément qui appartient à la partie réseau et autres. Et généralement, pour voir cela, on ne peut pas donc voir certains ici. Lorsqu'on me donne une adresse comme ça, je ne peux pas facilement voir. Pour connaître exactement, en fait, quel est le bit qui est de ce côté, je suis obligé de convertir en binaire. Voilà pourquoi vous voyez, on convertit ceci. Je pense que là, j'ai été clair. On va avancer. Voilà, là, c'est un peu de, voilà. Et c'est très important, il faut toujours lire tout ce qui se trouve en bas là. Voilà. Puisque mon rôle, en fait, c'est d'expliquer, mais en réalité, tout ce que j'explique se trouve en bas de chaque slide. Vous voyez. Voilà. OK. Maintenant, là, calculating the subnet broadcast address. Voilà, c'est comment calculer le broadcast. J'ai déjà expliqué. Pour calculer le broadcast address, c'est maintenant l'inverse de ce qu'on faisait plus haut là. Cette fois-ci, la partie machine, on met à 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oui. Or, pour calculer la partie réseau, la partie machine, on mettait à 0, 0. En fait, je vais expliquer un truc. Tout ce que nous sommes en train de voir actuellement, c'est la même chose qu'on a vu au tuto précédent. Jusqu'au tuto précédent, on travaillait directement avec les classes. C'est-à-dire qu'on travaillait avec les classes A/8. C'est-à-dire que, en fait, les parties réseau étaient fixées, quoi. Mais rappelez-vous que pour obtenir la partie réseau, le masque, j'avais déjà expliqué ça. Voilà. Jusque cette fois-ci, on refait la même chose, mais en tenant compte, en fait, de la partie réseau et la partie machine. Vous voyez. Puisque, lorsque les classes étaient fixées, la baie était vraiment très très simple parce que lorsqu'on voyait 8 bits, on connaissait déjà que la partie réseau est sur 8 bits, la partie machine est sur 24 bits. Voilà pourquoi on travaillait direct. En fait, on n'était même pas obligé de détacher les octets puisqu'il n'y avait pas d'octets partagés. Lorsque vous voyez /8, vous voyez /16, vous voyez l'autre c'est quoi? 24. Vous voyez qu'il n'y a pas d'octets partagés. C'est exact. Par exemple, /8 c'est un octet pour la partie réseau. /16 c'est 2 octets pour la partie réseau. /24 3 octets pour la partie réseau. Vous voyez qu'avec ces classes-là, en fait, c'était très simple. Juste que cette fois-ci-là, c'est plus ça. Cette fois-ci, il y a les octets partagés. Voilà pourquoi on est obligé de détailler pour mieux voir. Mais le principe reste la même chose sur comment obtenir la partie réseau et comment obtenir la partie machine. Voilà. Par exemple, là, le broadcast adresse, c'est exactement, vous voyez, là, on a mis les 1, 1, 1. Voilà, sur la partie machine. Et ils ont fait pareil avec le deuxième sous-adresse. Le deuxième sous-adresse, c'est l'adresse où on a envoyé plutôt 1. Voilà, ça c'est juste un résumé où il essaie de mettre que la reste réseau, son broadcast, la reste réseau, son broadcast. Voilà, on va avancer. Super. Là maintenant, nous sommes devant un cas pratique. Très simple. Ok, je vais expliquer le cas pratique. Ok. Ici, en fait, généralement, ce qui se passe. Là, disons par exemple qu'on a une entreprise. Vous voyez. Désolé. Disons par exemple, là, on a une entreprise. Et au niveau de cette entreprise, en fait, il veut créer 3 sous-réseaux. Un réseau, en fait, où on a peut-être les PCDC qui vont travailler sur le design, département du design, département peut-être de la programmation, et département peut-être, je sais pas trop de ceux qui font un peu, je sais pas, dans la musique, disons. Ok, voilà. Maintenant, cette fois-ci, en fait, voici la plage, en fait, voici l'adresse qui a été assignée. C'est-à-dire que voici l'adresse qu'on nous donne.
Et le chef d'entreprise nous fait comprendre qu'il veut en fait qu'on crée des sous-adresses réseau pour ces différents départements. C'est-à-dire qu'il lui veut segmenter son réseau, il veut diviser son réseau. Voilà pourquoi si vous lisez la question, vous allez voir an existing class C network, c'est-à-dire que là on a une adresse de classe C. On est demandé d'utiliser le variable len subnet mask to allocate IP address sur les tree subnet. Voilà, on utilise le variable subnet mask pour allouer les adresses à ceci, c'est-à-dire au premier sous-réseau, deuxième sous-réseau, troisième sous-réseau. Comment est-ce qu'on va le faire? Très simple, attendez. On l'a, première des choses à faire déjà, vous allez voir là, step 1, calculer le number of host bits to be taken. C'est-à-dire que première des choses, parce que rappelez-vous en fait que lorsqu'on regarde cette adresse, c'est la /24, la partie machine est combien de bits? 8 bits. C'est-à-dire que le nombre total d'adresses qu'on a en fait dans tout le réseau, c'est 2 à la puissance 8 qui est égal à 256. Bon, d'ailleurs, si on veut connaître ce qu'on peut assigner aux machines, on se retrouve à 254. Vous voyez, voilà. Et maintenant, j'espère que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on fait le subnetting. Parce que si on utilise peut-être cette adresse-là au niveau du département du design, vous voyez déjà que les autres réseaux, en fait, il n'y a plus d'adresse pour eux. Et un autre problème. Dans le département du design, on a uniquement 10 PC. Et on a jusqu'à 254 adresses. Vous voyez qu'on va uniquement utiliser 10 adresses et le reste est gaspillé, qui est un gros problème. Ça veut donc dire que le but du subnetting maintenant, c'est de voir comment sur ces 254, on va obtenir un minimum de 10 adresses pour ce réseau. Maintenant, sur ces mêmes 254, on va aussi voir comment est-ce qu'on va obtenir 30 adresses pour ce réseau et comment on va obtenir un autre bloc d'adresses de 10 pour ce réseau. C'est en fait ça l'objectif. Maintenant, comment est-ce qu'on va le faire? Très simple. Première des choses, on va commencer avec le réseau 1. Voilà. On va même voir peut-être le réseau 1, 2 et en fait, je vais expliquer et comme exercice, vous allez calculer pour les autres réseaux. Maintenant, première chose à faire, voici déjà comment on va calculer. C'est-à-dire que là, on va essayer de calculer pour voir quel est le nombre de bits qu'on a besoin pour la partie machine. Parce que rappelez-vous, c'est lorsque la formule est donnée par 2 à la puissance de n-2, où n représente le nombre de bits de la partie machine. C'est exactement ça. Vous voyez. C'est-à-dire que si la partie machine, par exemple, ici est équivalent à 2, vous voyez, ça fait 2 à la puissance 2 qui est égal à 4. 4 moins 2 est équivalent à 2. Pour dire en fait que ce réseau peut uniquement avoir 2 PC, ainsi de suite. Voilà. Dans notre cas, qu'est-ce qui se passe? Là, nous avons 10 PC, c'est-à-dire qu'il va étudier la formule, voilà, 2 à la puissance n moins 2 doit être supérieur ou égal à le nombre de machines qu'il souhaite avoir. Supérieur ou égal. Maintenant, ici, on analyse. Si on prend peut-être n égale à 2, 2 à la puissance 2, 4 moins 2, on se retrouve avec 2, qui est pour un sous-réseau où on a uniquement 2 PC. Mais nous, on a 10 PC. Vous voyez déjà qu'on ne peut pas prendre n égale à 2. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre la partie machine uniquement 2 bits. Impossible. Maintenant, si il prend n égale à 3, ça fait 2 à la puissance 3 qui est 8. 8 moins 2 qui me donne 6 adresses. Vous voyez. Et moi, mon réseau a besoin, j'ai 10 PC. Bon, c'est insuffisant. Si je prends 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4 est égal à 16. 16 moins 2 me donne 16 moins 2 est équivalent à 14. Voilà. Et vous voyez en fait que 14 est supérieur ou égal à 10. En fait, ça montre tout simplement que la partie machine, je vais prendre la partie machine sur 4 bits. Ce qui fait en sorte qu'on a uniquement 14 adresses. Vous voyez, même si on utilise 10 pour notre 10 PC, le gaspillage ici en fait est très petit. Vous voyez, on a juste 4 adresses gaspillées, qui est vraiment très petit comparé au nombre d'adresses qu'on devait gaspiller si on utilisait directement cette adresse IP. Maintenant là, puisque ceci fonctionne, si je viens par exemple là, je prends peut-être 2 à la puissance, je prends peut-être n égale à 5. Vous voyez que cela va toujours fonctionner. 2 puissance 5, 32, 32 moins 2 crâne, qui est toujours supérieur ou égal à 10. Vous voyez. Mais là, jusque cette fois-ci, en fait, le nombre d'adresses qu'on va gaspiller est énorme. Voilà pourquoi je ne vois pas pourquoi on va vouloir prendre la partie machine sur 5 bits. Vous voyez. Voilà pourquoi c'est toujours mieux de prendre, en fait, un nombre, en fait, qui va nous permettre de gaspiller moins d'adresses. C'est exactement, voilà pourquoi on a pris n égale à 4. Voilà. Ça veut tout simplement dire, en fait, sur l'adresse que j'avais, puisque j'ai déjà trouvé le nombre d'adresses de la partie machine qu'il me faut, le reste d'adresses, en fait, je vais les envoyer vers la partie réseau. Et maintenant, de base, on était à /24. C'est-à-dire, de base, on avait 8 bits qui étaient pour la partie machine, puisque 24 est pour la partie réseau. Puisque cette fois-ci, je me rends compte que pour ce réseau, j'ai besoin uniquement de 4 bits
pour la partie machine. Ce qui fait en sorte que les autres 4 bits, en fait, voilà, de cet octet, je vais les envoyer à la partie réseau. Et c'est exactement ce qui est fait ici. Vous voyez maintenant. Voilà. C'est exactement ce qui est fait. Maintenant, j'ai expliqué quelque chose dernièrement. Pour connaître le nombre de sous-adresses réseau qu'on peut obtenir, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 à la puissance le nombre d'adresses qu'on a renvoyées vers la partie réseau. C'est-à-dire que le nombre d'adresses envoyées à la partie réseau. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai envoyé combien d'adresses? 4 adresses. C'est-à-dire que si je veux connaître le nombre de sous-adresses réseau qu'il peut avoir, c'est équivalent à 2 à la puissance 4, qui est équivalent à 16. Vous voyez que là, je connais déjà le nombre de sous-adresses réseau que je vais obtenir. Maintenant, la question, c'est, je connais le nombre d'adresses. Maintenant, il me faut donc énumérer tout cela. C'est-à-dire que si on me demande de lister donc tous les 16 adresses, comment tu fais pour lister? Pour lister, donc, il faut connaître ce qu'il faut envoyer. C'est très simple. Bon, si j'ai 2 à la puissance 4, qui est équivalent à 16. Et rappelez-vous que j'ai envoyé 4 bits. C'est-à-dire qu'en réalité, je vais chercher toutes les combinaisons de 4 bits que je peux envoyer. Et maintenant, pour le faire, généralement, c'est pas compliqué. Voilà. Lorsque vous êtes peut-être sur 16 bits, vous faites tout simplement 16 divisé par 2 qui est égal à 8. C'est-à-dire qu'il va aligner 8, 0, 8, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Après, je divise 8 divisé par 2, 4. J'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Divisé par 2, ça fait 2. 4 divisé par 2, c'est 2. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Maintenant, 2 divisé par 1, qui est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà. Et c'est bon. Vous voyez que là, on obtient toutes les combinaisons de bits sur 4 bits. Et si vous essayez de compter tout ceci, vous allez voir que c'est net équivalent à ce CSC. Bon, très simple, très simple, très simple. Vous voyez en fait le nombre de sous-réseaux qu'on peut obtenir. C'est-à-dire que mon premier adresse de sous-réseau, c'est lorsque j'envoie plutôt 4 0. Maintenant, si j'ai un autre sous-réseau que je veux créer, qui a toujours peut-être que 10 machines, ou bien 11 machines, ou 12, ou bien 13, ou bien 14, là, je vais toujours venir là et utiliser maintenant plutôt le deuxième. C'est-à-dire que j'envoie plutôt ceci. Exactement. Mais si j'ai un autre sous-réseau qui est 15, de 15 PC, vous voyez que ceci ne fonctionne plus. Là, je suis obligé encore de recommencer la procédure. Voilà. C'est pour vous faire comprendre que, par exemple, pour cet exercice, pour ce premier sous-réseau, on va renvoyer plutôt ces 4 bits-là, c'est-à-dire 4 0, ça qu'on va envoyer. Vous voyez. Mais maintenant, regardez ici en bas. Pour ce deuxième sous-réseau pour la programmation, vous voyez, là, on a JPC. Ce qui fait en sorte, si on a JPC, ça montre que pour la partie machine, on va toujours prendre aussi 4 bits. Voilà. Et maintenant, puisque parmi ces sous-réseaux, on a déjà utilisé ceci pour un réseau, c'est-à-dire que pour ce deuxième sous-réseau, je vais utiliser ceci. Exactement. Vous voyez. C'est-à-dire que ce qui va renvoyer, c'est 0, 0, 0, 1. Maintenant, s'il y a un autre réseau, en fait, il suffit que c'est dans cet intervalle, vous allez toujours pouvoir choisir d'autres. Exactement. Voilà. Maintenant, pour connaître les différents adresses réseau, rappelez-vous, vous allez mettre tout simplement la partie machine à 0 et convertir tout ceci en binaire, en octet, désolé. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, pour mon premier sous-réseau, puisque j'ai envoyé 4 0 et que je vais mettre la partie machine à 0, 0 pour avoir l'adresse de réseau, ça fait 8 0 au total. Je convertis, j'ai la première adresse du sous-réseau. Maintenant, pour obtenir la deuxième adresse du sous-réseau, c'est pareil. Tu considères que tu as plutôt envoyé 0, 0, 0, 1. C'est-à-dire que là, j'ai 0, 0, 1 à ce niveau. Voilà. Et je mets tout ceci à 0, 0 pour avoir l'adresse du réseau. Et je convertis tous les bits. Ainsi de suite. En fait, vous allez voir plus bas dans le support, ils ont essayé d'énumérer tous les sous-adresses réseau. Mais pour calculer, c'est en fait comme je suis en train d'expliquer. Maintenant, lorsque vous allez arriver ici, là, vous voyez, au réseau de la musique, c'est là, vous voyez. Là, on a combien de PC? 30 PC. Vous voyez, en fait, que vous allez devoir recalculer ceci. C'est-à-dire que si on a 30 PC, si on prend 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 5, 32, 32 moins 2, qui est crâne. Vous voyez que c'est exactement supérieur ou égal à crâne. Ça veut en fait dire que pour ce réseau, la partie, j'ai besoin de combien de bits pour la partie machine? J'ai besoin de 5 bits. Vous voyez. Ça veut dire que si j'ai besoin de 5 bits pour la partie machine, ça veut en fait dire que, il va envoyer combien de bits à la partie réseau? Uniquement 3 bits, vous voyez. Et là, maintenant, si j'envoie 3 bits à la partie réseau, ça veut dire le nombre total de sous-adresses que je peux avoir pour cette plage ici est équivalent à 2 à la puissance 8, vous voyez. 2 à la puissance 3, désolé, qui est égal à 8.
Voilà. Pour énumérer cela, c'est facile. Vous faites 4 0, 4 1, après 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, 2, après 0 1 0 1. Vous allez voir, vous allez obtenir toutes les différentes combinaisons que vous pouvez avoir. Voilà. Et si vous comptez, vous allez avoir 8. Voilà. Ceci, c'est comme exercice. Si vous avez un souci, les commentaires sont là. Je réponds à tout type de questions. Très important, vraiment, cette partie. Maintenant, on continue. Voilà. Vous voyez un peu ce qu'il est en train d'expliquer. Là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'énumérer en fait tous les différents combinaisons qu'on peut envoyer sur 4 bits. Vous voyez là, ça part de 0, 0, 0. Voilà. Si vous voyez très bien de 0, 0, 0. Ceci à combien? À 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. À 1, 1, 1, 1. Exactement. Vous voyez là, il y a les points pour dire non pas voulu tout énumérer. Ça perd le temps. Maintenant, à ce niveau, voilà, vous voyez comment ils mettent cette partie à 0. Ils mettent cette partie à 0 parce qu'ils essaient en fait d'obtenir plutôt la graisse du réseau. C'est-à-dire qu'on met la partie machine à 0. Ils convertissent tout simplement. Lorsqu'on convertit ceci, vous voyez, le troisième octet nous donne un 0. Ici, le troisième octet nous donne 16. Pourquoi? Parce qu'on va obtenir un truc comme 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Et si vous convertissez tout ceci en décimale, c'est 16 en fait. J'ai montré cette conversion au tuto précédent. Si vous avez un souci, rentrez au tuto précédent. Voilà. Pareil pour ici, convertir en fait, ils obtiennent ceci. Voilà. Et si vous remarquez un truc, à chaque fois, normalement, pour avoir la partie réseau, faites juste plus 16. C'est-à-dire que là, c'était à 0, 0 plus 16, j'ai ceci. 16 plus 16, j'ai ceci. 32 plus 16, en fait, vous allez obtenir le prochain, et ainsi de suite. Enfin, mais bref, la meilleure solution, c'est de convertir pour bien maîtriser ce que vous êtes en train de faire. Bon, ça en fait ça sont les différents sous-adresses réseau. Voilà. Voilà. Et ici, là, vous voyez, là, ils ont tout énuméré, en fait. C'est-à-dire que pour vous indexer, je vous conseille, en fait, de convertir et venir regarder tout simplement si c'est équivalent à ceci. Et vous voyez là, cette fois-ci, on met un slash 28. Voilà. J'espère que tout le monde connaît pourquoi c'est slash 28. Parce qu'à la base, c'était slash 24. Puisqu'on a pris 4 bits de la partie machine pour envoyer à la partie réseau, on se retrouve à slash 20, 28. Voilà. Super. Super. Voilà. Vous voyez en fait que pour cet exercice, en fait, ils ont fait uniquement pour ce réseau-ci. Voilà. J'ai expliqué, si vous voulez faire pour ceci, j'ai déjà expliqué. Si vous voulez faire pour ceci, j'ai aussi expliqué. Voilà. Essayez de faire et en commentaire, s'il vous plaît, vous pouvez laisser un retour. Je vois comment ça s'est passé pour vous. Voilà. ICMP. Voilà. On va parler du protocole ICMP. Voilà. Bon, là, ICMP, en fait, c'est quoi? Je vais expliquer d'abord de façon très simple. En fait, ICMP est un protocole qui est utilisé pour envoyer les messages d'erreur. On a les messages d'erreur, on a les messages de contrôle et on a les messages de diagnostic. Voilà, c'est-à-dire on va étudier tout ceci en fait. C'est ça le rôle de ICMP. ICMP, c'est un protocole qui est utilisé pour envoyer les messages d'erreur, de contrôle et de diagnostic dans un réseau. Donc voilà, c'est écrit là. ICMP is used to transmit error and control information between network devices, les équipements réseau. Voilà. Bon, on va essayer d'en parler. Voilà. Bon, déjà là, voici le format en fait des messages ICMP. Là, on essaye de montrer ICMP encapsulé dans une trame. Voilà. Là, on a le champ chip, on a le champ code et on a le champ checksum. Voilà. Le champ chip en fait est un peu comme un groupe. Voilà. Vous voyez peut-être que l'on a le groupe 3. Bon là, ok. On a le groupe 3 qui représente tous les messages unreachable. Par exemple, network unreachable, c'est-à-dire on ne peut pas, réseau non atteignable. Vous voyez, ça c'est un message d'erreur. Réseau non atteignable. Des host unreachable pour dire la machine auquel on va envoyer, on ne peut pas atteindre cette machine. Protocole unreachable, port unreachable. C'est en fait ça les messages de type 3. Vous voyez, tout ce qui est unreachable, c'est ça qu'on appelle message de type 3. Maintenant, on a les messages pour tester la connectivité. On a par exemple le echo reply et le echo request. Voilà. Ces deux messages sont utilisés pour tester la connectivité entre deux appareils dans le réseau. Et la commande qu'on va utiliser pour le faire, c'est le ping. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on fait un ping, nous sommes en train d'envoyer un echo request. Voilà. Nous sommes en train d'envoyer un echo request. Et celui qui reçoit le paquet, il doit nous envoyer un message echo reply. Très important. Voilà. Bon, le champ code, en fait, c'est juste pour identifier ces différents types de messages en fait qui est renvoyé. Maintenant, checksum, c'est juste pour vérifier si le message est complet. Si par exemple, lors de l'envoi, il n'y a pas eu un problème. Voilà, c'est un peu ça ICMP. C'est un peu ça le protocole ICMP. Maintenant, ce qu'il faut noter ici, là, bon, comme je dis, il faut lire vraiment tout ce qui se trouve en bas des différents slides. Maintenant, là, il y a un truc important que je vais souligner. Value 1.
Voilà. Vous savez, en fait, rappelez-vous, lorsqu'on voyait l'entête IP, il y avait un champ protocole. Voilà. Maintenant, lorsqu'on veut, par exemple, identifier le protocole ICMP au niveau de l'entête IP, la valeur, en fait, au niveau de ce champ protocole est égale à 1. Voilà. Très important de noter cela. Voilà. Tout ce dont je suis en train d'expliquer, bon, ils ont essayé de vous expliquer ça là. Voilà. Maintenant, là, vous allez voir ICMP redirect. Là, maintenant, on va essayer de voir maintenant les différents cas, en fait, voilà, d'utilisation de ICMP. Là, nous sommes à ICMP Redirection. Vous allez voir ICMP Redirection, c'est quel type de message. On va essayer de lire. ICMP Redirect Message a type of ICMP Control Message. Très important. Voilà, ça sont les messages de contrôle. ICMP Redirect est équivalent au message de contrôle. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Je vais expliquer ça de façon très simple. Puisqu'il a en bas, il y a un scénario. Je vais expliquer le scénario. Voilà. Voici par exemple un réseau. Là, nous avons un réseau. Là, on a ce PC, voilà, qui est connecté à ces deux routeurs. Voilà. Ce PC, il peut communiquer directement vers le serveur, qui est le réseau interne, ou bien il peut communiquer vers un réseau externe qui est Internet. Mais là, rappelez-vous, lorsqu'on avait un PC comme ceci, voilà, le PC est généralement connecté à sa gateway, puisque rappelez-vous, pour quitter un réseau pour aller vers un autre réseau, il faut passer par la gateway. Par exemple, voici ce PC et voici sa gateway ici là. Son default gateway est le 10.0.0.100 qui est équivalent à ceci. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsqu'il va envoyer un paquet, en fait, il va envoyer par la gateway, c'est-à-dire qu'il va passer par là. Mais là, on a un souci. Là, par exemple, on va essayer de lire là. Je pense que c'est écrit quelque part. Bon, bref, je vous explique le scénario. Ce qui se passe là, c'est que le PCA veut envoyer un message au serveur A. Il va prendre son message, il va envoyer à sa gateway directement, puisque pour quitter son réseau, il doit envoyer le message directement à la gateway. Rappelez-vous. Voilà, vous allez voir là 1. Maintenant, lorsque la gateway lui reçoit le message, il se rend compte en fait que la destination de ce message en fait se trouve plutôt de ce côté. Vous voyez? Voilà. Là, il va maintenant envoyer un message ICMP redirect au PC pour indiquer à ce PC, OK, envoie plutôt ton message à cette gateway. C'est lui qui va pouvoir transiter ton paquet vers la destination. Exactement ce qui se passe. Dans ce cas, au niveau du PC, l'adresse de la gateway est changée dynamiquement. C'est-à-dire que puisque la gateway était configurée pour ceci, directement, il est changé de façon automatique grâce à ce protocole ICMPP. Rappelez-vous, lorsqu'on utilise déjà un protocole, c'est pour automatiser certaines choses. Voilà. Là, l'adresse de la gateway est changée automatiquement et le message est envoyé au routeur A qui va envoyer le message au serveur A. C'est exactement ça. Mais rappelez-vous que lorsque la gateway est changée, c'est uniquement pour ce transfert. C'est pas comme si la gateway est changée, cela reste comme ceci, non. Voilà. Là, on va voir un lab où je vais vous montrer comment est-ce qu'on configure une gateway. C'est très simple, c'est pas compliqué. Bon, c'est exactement ça qui se passe à ce niveau. Voilà. Bon, là, ICMP Redirect, si vous faites un sommet, c'est très simple. Là, ICMP Redirect est tout simplement là pour indiquer par quel chemin on doit passer pour arriver à destination. Exactement. C'est-à-dire que si j'envoie le paquet à quelqu'un, il se rend compte que pour arriver à destination, on ne doit pas passer par lui. Et il connaît où on doit passer pour arriver. Là, il va t'envoyer un message ICMP Redirect pour t'indiquer par où tu dois envoyer le paquet. Voilà. Et là, il gère les paramètres de façon automatique. Voilà. Là, le scénario dont je viens de décrire, c'est exactement ça à ce niveau. Voilà. Vous allez essayer de lire. Voilà, exactement. On va avancer. Maintenant, là, on a le ICMP Error Detection. Voilà, vous avez parlé des messages d'erreur. Voilà, une application de Error Detection. Maintenant, là, c'est le ping. Bon, rappelez-vous, voilà, c'est écrit là, ping. Le ping est utilisé pour tester la connectivité entre deux équipements réseau. Par exemple, là, si je vais tester la connectivité entre le routeur A et le routeur B, je vais envoyer un ping. Et rappelez-vous, lorsqu'on envoie un ping, en réalité, les messages envoyés, c'est le echo request et l'autre répond avec un echo reply. Voici un cas d'utilisation de ce côté, voilà. Si vous essayez de voir là, de ce côté, ping, on fait un ping de l'adresse 20.0.0.2. Là, si vous essayez de voir les différents messages envoyés, vous allez voir là sont les echo reply, echo reply, echo reply. Voilà. Par défaut, en fait, le nombre de echo requests qu'il envoie est égal à 5. C'est-à-dire que lorsqu'il envoie un echo request, l'autre envoie echo reply, echo request, echo reply, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, là, ici, vous allez voir là, c'est le TTL. Rappelez-vous du TTL, en fait. Voilà, qui est utilisé pour éviter les boucles dans le réseau. C'est-à-dire qu'à chaque fois, lorsqu'une personne envoie, la valeur est décrémentée, ainsi de suite. Maintenant, là, vous allez voir time. Ce time, c'est là, en fait, c'est ce qu'on appelle le round trip time. C'est écrit quelque part. Voilà, voilà. Round
trip time. Voilà. On va vous poser cette question à la certification. C'est quoi le round trip time? Le round trip time est tout simplement le temps de réponse en fait d'un message echo reply. C'est exactement ça. C'est-à-dire lorsque j'envoie un echo reply, un echo request, désolé, lorsque j'envoie un echo request, voilà. Quel est le temps qui est pris avant que je ne reçois un message echo reply? C'est en fait ça à ce niveau. Voilà. Par exemple, là, le premier echo reply, il a pris 70 millisecondes pour envoyer cela. Le deuxième, c'était très simple, 30 millisecondes, ainsi de suite. Bon, c'est ça le round trip time. Voilà, puisqu'on va utiliser ceci en fait pour évaluer la performance du réseau. Par exemple, un réseau saturé où il y a une congestion et tout. Vous voyez que là, le temps de réponse serait vraiment très lent et autres. Voilà, bon, le round trip time nous permet en fait de pouvoir déterminer cela, pour voir si notre réseau est rapide ou pas. Vous voyez là, par exemple, 5 paquets étaient envoyés, 5 paquets étaient reçus. Maintenant, round trip time, ici, il essaye de faire un sommaire, c'est-à-dire que le temps minimal, en fait, le temps moyen et le temps maximal. C'est exactement ça. C'est juste un sommet, en fait, des différents round trip time qui se trouvent à ce niveau. Maintenant, plus tard dans le cours, je vais vous montrer, en fait, quels sont les différents paramètres du ping. Vous allez voir, c'est possible de préciser peut-être le nombre de paquets qu'on va envoyer. Voilà, puisque j'ai dit par défaut, c'était 5 paquets qui sont envoyés. Voilà pourquoi on voyait 5 replies. Bon, c'est exactement ça. On passe ICMP Error Report. Voilà. Là, j'ai parlé des messages de diagnostic. Voilà. On a le ICMP Error Report. Voilà. Là, on va essayer de lire. ICMP define various error messages for diagnostic network connectivity. Exactement. C'est une application du ICMP Report, ce qu'on appelle le traçat. Traçat, en fait, en réalité, si on veut dire, c'est trace route. Trace route, c'est-à-dire que ce RT, on appelle un peu ça route. Voilà, quel est le rôle du traçat? C'est très simple. Le rôle du traçat, en fait, est tout simplement pour déterminer quel est le chemin qui a été pris pour mon paquet pour arriver à destination. C'est exactement ça son rôle. C'est-à-dire dans un réseau, peut-être j'ai 10 routeurs. Si j'ai envie de voir par quel routeur mon paquet est passé pour arriver à destination, je vais utiliser le traçat. Par exemple, là, lorsque je mets, regardez cette adresse, la 20.0.0.2. Voilà, regardez un peu cette topologie, vous allez voir. Là, j'espère que vous comprenez déjà cette notation. Bon, si vous ne comprenez pas encore cela, lors du TPO, vous allez comprendre. À ce niveau, nous avons un réseau. Vous voyez, là, nous avons un autre réseau. Ce réseau est le 10.0.0.0/24. Ce réseau est le 20.0.0.0/24. Maintenant, chaque interface a son adresse. Rappelez-vous, puisque chaque équipement, lorsqu'on connecte un câble, on doit configurer l'adresse IP de l'interface. Puisque si on ne configure pas l'adresse IP de l'interface, lorsque ce routeur réceptionne le paquet, il fait comment pour connaître la destination pour envoyer au prochain routeur ou bien au serveur et autres. Voilà pourquoi chaque interface a une adresse IP. Voilà. Là, lorsqu'on met .2 en fait comme ça, là, ça c'est juste une façon de faire un sommet. En réalité, lorsqu'on fait .2, ça signifie tout simplement que l'adresse qui se trouve au niveau de cette interface est le 20.0.0.2, vous voyez, puisque là on a un /24, c'est-à-dire le dernier octet en fait, c'est lui qu'on peut attribuer à quelqu'un, vous voyez. Là, ok. De ce côté, par exemple, lorsqu'on met .1, voilà, rappelez-vous, cette interface est versée sur réseau. Bon, là, l'adresse est le 20.0.0.1. Voilà. Pareil, si on revient de ce côté, là où il y a 2, vous allez voir, là, l'adresse est le 10.0.0.2. Et là, c'est le 10.0.0.1. Très simple. Bon, là, par exemple, je fais un traçat pour envoyer au 10.0.0.2, c'est-à-dire que je vais envoyer un message à cette interface. Vous voyez, là, si je vais envoyer à cette interface, vous voyez très bien que le paquet doit passer par cette interface-là. L'interface où il y a le point 2, le paquet doit passer par là, exactement, et puis arriver à destination. Voilà pourquoi ici, un peu de voir le résultat du traçat, vous allez voir 1. On a 10.0.0.2. Vous voyez, il indique en fait qu'il est passé là. Et le 2, maintenant, c'est exactement la destination. Bon, c'est un peu ça le rôle du traçat. Maintenant, on va aller en détail pour comprendre comment est-ce que le traçat fonctionne, comment est-ce qu'il fait pour tracer le chemin. C'est très simple. Je vais essayer d'expliquer ça là. Voici le scénario en fait. Lorsque un routeur veut envoyer un paquet, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre la valeur du TTL, Time to Live, puisque voici qu'on utilise. Traçat utilise le TTL, le Time to Live, pour pouvoir nous retourner tous les routeurs par lesquels le paquet est passé. On va mettre le TTL à 1, vous voyez. C'est de telle sorte que lorsque on met TTL à 1, lorsque ce routeur A va envoyer le message au routeur B, vous voyez, le routeur B, lui, va décrémenter la valeur du TTL. Et lorsqu'il décrémente la valeur du TTL, TTL passe à 0. Lorsque TTL passe à 0, rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe? Il doit détruire le paquet parce que la valeur de TTL est utilisée pour éviter les bugs. C'est-à-dire que lorsqu'on décrémente la valeur jusqu'à 0, ça montre qu'on n'a pas trouvé les destinations et on détruit le paquet. Maintenant, lorsque lui va détruire le paquet, ICMP maintenant va envoyer un message d'erreur
à la source, celui qui a envoyé pour dire, OK, ton paquet était dessus au niveau de tel routeur. Vous voyez, puisque lorsque ce routeur envoie, il y a ces informations sur le paquet, comme son IP source et l'IP destination que le routeur a. Vous voyez, voilà, exactement. Lorsque le routeur A reçoit le paquet, en fait, il comprend que, OK, puisque le routeur 1 vient de m'envoyer l'information, il va maintenant mettre le TTL à 2. Voilà. Lorsqu'il met le TTL à 2, la procédure recommence, il renvoie. Ce qui fait en sorte que le routeur B, il va décrémenter TTL. TTL va passer à 1. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque TTL passe à 1, vous voyez que ce n'est pas égal à 0. C'est-à-dire qu'il va envoyer au prochain routeur. Le prochain routeur, lui, il va décrémenter aussi la valeur, ainsi de suite. S'il décrémente à 0, il détruit le paquet et il y a un message ICMP qui est encore renvoyé à A. Ça fait en sorte que le routeur A, lui, il découvre déjà les 2 routeurs par lesquels le paquet est passé. Et ainsi de suite, il incrémente encore la valeur, il envoie. Jusqu'à ce que le paquet va arriver à destination. Et de là, en fait, c'est comme ça qu'il fait donc pour retracer tous les routeurs qui ont reçu le paquet. Je pense que là, c'est clair. Voilà. Bon, l'explication que je viens de donner, c'est exactement ce qui est expliqué à ce niveau. Bon, vous allez essayer de lire et comprendre. Voilà. Maintenant, là, on a terminé avec les applications de ICMP. Voilà, on va voir les questions. Comme je dit, rappelez-vous très bien, ICMP est un protocole qui est utilisé pour envoyer des messages d'erreur, de contrôle et de diagnostic. Voilà. Maintenant, on a parlé de ICMP Redirect, voilà, qui était utilisé dans un réseau pour peut-être que le mot, en fait, redirect, c'est un peu comme redirectionner un paquet. C'est-à-dire que vous avez envoyé une mauvaise passerelle, une mauvaise destination, et lui, il vous dit, oh, le bon chemin, c'est de ce côté. Il redirige le paquet, en fait, en changeant les informations nécessaires pour que le paquet prenne la bonne route pour arriver à destination. Voilà. Là, on a aussi vu le ICMP Report, qui était une application de ICMP Report, c'est le traçage 13 routes. Voilà, on a vu son utilité. Voilà, il trace la route par laquelle le paquet est passé. Voilà, on a vu aussi le ICMP Error, qui était le ping, voilà, Echo Request, Echo Reply. Voilà, pour tester la connectivité entre 2 équipements dans le réseau. Voilà, là, cette fois-ci, on va maintenant parler de ceci. Voilà, IP Address Configuration. Là, on a parlé des adresses IP. Maintenant, là, sur le côté pratique, comment est-ce qu'on configure cela? Bon, là, on va juste essayer de voir comment ça se passe à ce niveau. Et puis, le prochain tutoriel, en fait, c'est un lab. On va prendre directement un cas pratique et voir les configurations pour appliquer tout ceci. Bon, déjà, rappelez-vous que toute configuration faite sur un équipement, on doit le faire à la vue système. Voilà pourquoi vous allez voir là, il y a ces crochets là. On ne configure rien sur la vue utilisateur. La vue utilisateur, c'est avec ceci là, en fait. Voilà, vous vous rappelez très bien. Là, nous sommes à la vue système. Voilà, le mot clé. Maintenant, rappelez-vous quelque chose, s'il vous plaît. À chaque fois qu'on va vouloir configurer une adresse IP, si je reviens au niveau de ce schéma, à chaque fois qu'on veut configurer une adresse IP, première des choses, par exemple, rappelez-vous de l'adresse IP de cette interface là. Je suis à ce niveau. Désolé. Je vais prendre la gomme. Voilà. Disons que je vais configurer l'adresse IP 10.0.0.1, c'est-à-dire l'adresse IP de cette interface. Vous voyez que première des choses, je dois d'abord me rendre vers l'interface. Vous voyez, lorsque je suis au niveau de l'interface, puis je configure l'adresse IP. C'est exactement ce qui se passe là. Alors, quand vous allez voir la première commande, lorsqu'on veut configurer une adresse IP, c'est interface, c'est-à-dire le mot-clé. Puis on donne l'interface vers laquelle on va se rendre. Maintenant, là, interface type, il y a différents types d'interface. Ça peut être un giga Ethernet, ça peut être un Ethernet. On va voir cela. Voilà. Maintenant, puis il y a interface number. Interface number, c'est tout simplement parce qu'on peut avoir un routeur qui a 4 giga Ethernet. Vous voyez. Et pour différencier ces différents giga Ethernet, c'est avec les numéros d'interface. Voilà. Oui, lorsque nous sommes au niveau de l'interface, la prochaine chose maintenant, c'est configurer l'adresse IP. Pour configurer l'adresse IP, le mot-clé, c'est IP adresse. Vous voyez, c'est très simple. Vous dites tout simplement IP adresse. Ce qui suit, en fait, c'est l'adresse IP. Et après l'adresse IP, on a ce qu'on appelle le masque. Vous voyez, on a parlé du masque. Maintenant, au niveau du masque, on a deux choses. Soit vous écrivez le masque en full, ou bien soit vous mettez tout simplement la taille du masque. Ok, on va voir un exemple pour mieux comprendre cela. Exemple, voici une architecture à ce niveau. Regardez ceci. Super. Voilà. Là, on a deux routeurs qui veulent communiquer entre eux. Première des choses, c'est de configurer les interfaces. En fait, les adresses IP des interfaces. Là, rappelez-vous, regardez ici, nous sommes sur le routeur A. Pour le faire, qu'est-ce qu'on va dire? On va utiliser le mot-clé interface. Puis, on se rend vers l'interface. Dans notre cas, l'interface ici est le Giga Ethernet 001. Vous voyez, on met dans le chip qui est Giga Ethernet, puis on met le numéro de l'interface qui est 0/0/1. Voilà. Voilà. Vous voyez pourquoi on précise en fait ce numéro, parce que ce même routeur peut toujours avoir une autre interface Giga Ethernet qui est peut-être le 00/2. Et maintenant, ces interfaces que vous voyez, c'est en fait ça, c'est ce qu'on appelle des interfaces physiques. C'est-à-dire, en réalité, voici à quoi ressemble un routeur.
Dans le tutoriel pour ça, je vais vous montrer les images. Vous voyez, par exemple, là, un routeur, ça peut être un truc comme ça, comme une box, voilà, comme un modem. Et là, on a les ports sur lesquels on branche. Voilà, exactement, vous voyez. Peut-être que ces 3 ports, cela peut être des ports Giga Ethernet, Giga Ethernet, Giga Ethernet. Peut-être ceci peut être les Ethernet et autres. Vous voyez, là, si on a plus de Giga Ethernet, pour les différencier, pour différencier celui-ci de celui-ci, maintenant, on va utiliser les numéros, en fait, d'interface. Celui-ci peut être le 0/0/1, ceci peut être le 0/0/2, ainsi de suite, en fait, quoi. Voilà. C'est exactement ce qui se passe à ce niveau. Maintenant, là, il y a ce qu'on appelle le loopback interface. Voilà. Le loopback interface, maintenant, lui, c'est une interface logique. C'est-à-dire, il n'est pas physique comme l'autre. Par exemple, les Giga Ethernet et Ethernet, ils sont physiques. C'est-à-dire que lorsque vous achetez, par exemple, un routeur, les ports que vous voyez directement là sont des ports physiques. Voilà, vous voyez. Maintenant, il y a d'autres ports à l'intérieur. Ces ports à l'intérieur, ce qu'on appelle des interfaces logiques. C'est-à-dire que ce n'est pas visible, en fait. Voilà, et ils sont utilisés pour certaines choses, en fait. Tout au long de la formation, on va en parler. Voilà. Maintenant, pour configurer une interface logique, c'est pareil. Vous mettez le mot-clé interface, puis vous donnez le nom de l'interface logique. Voilà. Le nom, en fait, c'est loopback. Et ici, c'est le numéro de l'interface logique. Voilà. Puis, pour configurer l'adresse IP, c'est pareil. IP, adresse. Vous voyez. Là, vous donnez l'adresse IP. Voilà. À ce niveau-là, on en parle. Vous voyez. Après l'adresse IP, on donne le masque. Vous voyez, soit je donne le masque en full ou bien je donne la taille du masque. Vous voyez, par exemple, là, ils ont fait cela de deux façons. Voilà pourquoi ils ont mis OR qui veut dire où. Si on regarde ici en haut, c'est pareil. Là, on a un /24. Vous voyez, soit on donne le masque complet du /24, soit on donne juste la taille du masque. Voilà. On en parlait de ça lorsqu'on faisait les adresses IP. On va prendre un TP directement et on va voir comment cela fonctionne. Voilà. Bon, c'est un peu tout. Le dernier slide, Network Address Planning. Voilà. Au niveau du Network Address Planning, c'est un peu, on parle en fait de comment est-ce qu'on peut gérer nos adresses IP. Voilà. On a vu le subnetting. Plus on a vu le subnetting, le surréseautage. Voilà. C'est un peu ça. Par exemple, là, voici un exemple là plus bas. Vous voyez là, on a cette adresse IP qui a été donnée, la 192.168.0. Voilà. Et là, par exemple, adresse type. Là, on a différents, par exemple, sous-sections dans l'entreprise. Ça peut être une entreprise. Vous voyez, on a différentes sections. Voilà. Et c'est à nous maintenant de définir, par exemple, les sous-adresses réseau. Voilà, pour chaque section. Exactement. Vous voyez en fait que ceci là garantit en fait les différents objectifs. Voilà. Par exemple, ici là, vous allez voir Easy Management, c'est-à-dire qu'une gestion facile, et c'est exactement ça. Vous voyez là, puisque s'il y a un problème, par exemple, avec les adresses IP de 192.168.1, voilà, .0/24, dans ce sous-réseau, au moins si je sais déjà directement que ça vient, par exemple, du R&D Department. Vous voyez en fait que la gestion est très simple. Si on a un problème, je sais directement où je vais aller regarder le problème. Par exemple, on a Easy Scalability, exactement. Puisque regardez là, on a un /CS, vous voyez, qui est énorme. Le simple fait de créer des sous-adresses, c'est pour dire en fait que si demain on a un autre département, je vais juste continuer avec une nouvelle plage des sous-adresses ici là pour ce département ici dessus. Vous voyez que le réseau est scalable en fait. High utilization. Voilà, vous voyez ici en fait qu'on évite le gaspillage d'adresses. On utilise réellement vraiment toute l'intervalle des adresses en fait qui a été attribué. Voilà, là on évite vraiment, ça réduit vraiment le gaspillage. Bon, c'est un peu ça le Network Address Planning. Voilà, on parle plus du subnetting de ce côté. Voilà, bon, c'est un peu ça. Bon, là, voilà un quiz. Voilà, si vous avez vraiment suivi du début jusqu'à la fin, ce quiz vraiment c'est un jeu d'enfant. Voilà, et ce quiz en fait c'est un extrait des questions que vous allez retrouver lors de la certification. Voilà, après ce tutoriel, je pense que je vais vous présenter, je ne sais pas trop, peut-être 10 à 15 questions de la certification pour que vous voyez un peu que tout ce qu'on vient d'étudier là, lorsque vous avez bien suivi le cours, tout devient très simple et très facile. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, la nouvelle vidéo en fait c'est un TP directement, un lab, c'est-à-dire qu'on va directement travailler sur le logiciel ENSP. Voilà, bon, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager la formation. Ciao, merci.